merci pour votre présence si nombreuse. Je ne sais pas de ce que signifie cette présence aussi importante. Est-ce que c'est le signe de l'autorité du Père Véron et du Père Leclerc qui savent contraindre leurs paroissiens à venir aux soirées qu'ils organisent? N'est-ce pas plutôt aussi le signe du pouvoir d'attraction de votre évêque, Monseigneur Rouget, qui participe à cette table ronde ce soir, ou en raison aussi du charisme et de l'intelligence naturelle de notre invité ce soir, Laurent Alexandre, que vous connaissez certainement, puisque... alors, je ne sais pas, je voulais commencer par la liste de vos diplômes, mais on m'a dit qu'on n'avait que 2 heures ce soir, donc je n'ai pas voulu abuser de votre temps. Si c'est voilà, bon, vous avez tout fait, vous avez fait de la médecine, vous avez fait Sciences Po, vous avez fait l'ENA, etc. Beaucoup d'entre vous, sans doute, connaissent Laurent Alexandre par le site Doctissimo qu'il a lancé, et avec le succès que l'on sait et que vous connaissez. Et puis bien sûr, pour la réflexion qu'il a entamée il y a maintenant une bonne quinzaine d'années, sur les questions d'intelligence artificielle et de transhumanisme, qui est ce soir donc au cœur de notre discussion. Voilà. Alors je crois que le thème exact, si c'est bien retenu, c'est la Silicon Valley a-t-elle raison de vouloir tuer la mort? Voilà, vaste programme. L'intitulé dit bien, je pense, et résume bien à la fois la fascination et l'inquiétude que peut générer ce thème. La Silicon Valley, on a cette image effectivement de progrès technologiques, scientifiques, de découvertes, de sources de croissance, d'évolution importante du monde, mais avec tout ce que là peut avoir de fascinant, mais aussi d'inquiétant, jusque dans ces prolongements qui sont au cœur de nos discussions ce soir. Peut-on aller jusqu'à tuer la mort? Et je trouve ça intéressant que ce thème ait été retenu, parce que pour ceux parmi vous ici qui sont croyants, qui sont catholiques, et ben, je veux dire que la perspective d'une vie éternelle est plutôt quelque chose qui nous motive, mais la vie éternelle dont il est question avec les progrès de l'intelligence artificielle sont évidemment d'une autre nature, et on voit bien que ces deux réalités peuvent s'entrechoquer. Voilà, donc que ce soit par rapport aux conséquences de l'intelligence artificielle tout bêtement sur notre vie quotidienne, sur les progrès technologiques, on se réjouit tous de progrès qui ont été réalisés dans le domaine médical ou autre, ou même tout bêtement dans nos manières de travailler au quotidien grâce aux progrès technologiques. Bon, mais on voit bien aussi que ces progrès technologiques, et notamment ChatGPT, c'est pas uniquement s'amuser à aller sur ChatGPT et dire tiens, écris-moi un sermon à la manière de Monseigneur Rouget ou un livre à la manière de Laurent Alexandre. L'exercice serait peut-être intéressant à faire, mais qu'au-delà de cette question, enfin, qui a aussi un peu cette part, j'allais dire, presque ludique, soulève aussi la question de jusqu'où peut aller une intelligence qui n'est pas uniquement la nôtre, ou qui même bientôt ne sera plus la nôtre. Alors ce que je propose pour cette soirée, c'est que, donnant la parole en premier à Laurent Alexandre, qui peut-être nous explique très concrètement, de manière très pédagogique, parce que nous ne sommes pas tous des experts, en tout cas moi je n'en suis pas. Donc personnellement, et peut-être que ce souhait est partagé par certains d'entre vous, on a envie de comprendre déjà de quoi il s'agit lorsque l'on parle d'intelligence artificielle, lorsqu'on parle de transhumanisme, de quoi parle-t-on concrètement, quel est l'objet concerné, quel est le calendrier selon lequel tout cela peut arriver. Donc partir de cette première exposé aussi pédagogique que possible, et puis progressivement d'entrer dans la complexité du sujet et dans les questions éthiques et même quasiment métaphysiques que cette question nous pose. Merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup mon père, merci beaucoup Mathieu de cette invitation. Tout le monde entend bien? Oui. Non? On n'entend pas bien? Oui. Avant, est-ce que vous me permettez de vous poser une question? Qui utilise GPT-4 dans cette salle? La version 4, hein? D'accord. Et la version 3?
Alors il faut vraiment passer à la version 4 pour comprendre, notamment pour comprendre les implications théologiques de l'intelligence artificielle, je vais y revenir. Alors, l'intelligence artificielle, vous savez, est quelque chose d'ancien. Le mot a été défini en 1956 pendant une université d'été d'informaticiens au Dartmouth College. Pendant très longtemps, l'intelligence artificielle a fait du surplace, elle n'a pas beaucoup progressé. Et puis, à partir de 2011, ce qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels ont montré une assez grande capacité à reconnaître les formes. Et puis, subitement, il y a 18 mois, une forme particulière de réseau de neurones artificiels, qu'on appelle les LLM, les Large Language Models, ont montré des capacités exceptionnelles et inattendues. L'inventeur de cette forme, des formes d'intelligence artificielle moderne, qui est Geoffrey Hinton, a déclaré au Congrès américain l'été dernier « Ce que j'attendais en 200 ans est en train d'arriver en quelques années. » Autrement dit, de façon très inattendue, cette forme d'intelligence artificielle est en train de dépasser l'intelligence humaine. Aujourd'hui, il y a un consensus pour penser que vers 2027-2028, l'intelligence artificielle aura dépassé l'intelligence humaine dans toutes les dimensions intellectuelles. Et Sam Altman, l'inventeur de ChatGPT, a déclaré il y a quelques semaines sa conviction que la super-intelligence artificielle, des milliers de fois plus intelligente que l'intelligence humaine, sera là entre 2032 et 2033. Le fabricant des puces qui alimentent l'intelligence artificielle, ce sont les microprocesseurs GPU qui sont fabriqués par Nvidia, la troisième entreprise la plus chère au monde, 2000 milliards de dollars de valeur boursière, vient de déclarer en 2032, l'intelligence artificielle sera 1 million de fois plus intelligente que GPT-4. Et Sam Altman, l'inventeur de ChatGPT, toujours, a déclaré qu'en 2038, l'intelligence artificielle représentera 99,9% de l'intelligence produite sur Terre, les humains en produisant 0,1%, c'est-à-dire 1 millième. Donc nous sommes face à une vraie rupture, à un vrai changement de société avec des conséquences sur nos convictions, sur notre place sur Terre, sur nos valeurs probablement, parce que le fait d'être dépassé par l'intelligence artificielle et le fait de ne plus être la première espèce la plus intelligente sur Terre, mais la deuxième, comme Geoffrey Hinton l'a déclaré là encore récemment, est un vrai choc. Donc en fait, on va vivre deux phases. Une phase schumpeterienne, parce que l'intelligence artificielle va complètement changer l'économie. Une révolution civilisationnelle, car l'intelligence artificielle va permettre d'accélérer encore les thérapies géniques, va faire reculer la mort, va permettre de piloter l'utérus artificiel, quoi qu'on en pense, et j'imagine bien que l'utérus artificiel choque beaucoup d'entre vous ici. Ça va entraîner un vrai changement civilisationnel en nous faisant rentrer dans une société transhumaniste. Et puis, ça va aussi entraîner une révolution anthropologique, parce que le fait que nous ne soyons plus l'espèce la plus intelligente sur Terre va changer notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à la Terre, mais aussi notre rapport à la transcendance pour ceux qui sont croyants. Car nous pensions être intelligents et à l'image de Dieu, et nous sommes en train d'être dépassés par une autre forme d'intelligence artificielle, même si c'est nous qui l'avons créée. Donc vous voyez que cette cavalcade technologique incroyable, elle a plein de conséquences. Elle va bien sûr aider à faire reculer plus vite la mort. Et vous savez que la mort a beaucoup reculé, puisque sous Louis XV, en France, l'espérance de vie des hommes était de 25 ans, et l'espérance de vie des femmes de 27 ans. L'espérance de vie depuis Louis XV a triplé en France. Mais ça va avoir, bien sûr, plein d'autres conséquences. Conséquences économiques, et avec des craintes importantes. Dans un sondage récent, 50% des Français ont peur d'être challengés dans leur boulot
par l'intelligence artificielle. C'est pour ça que les enjeux d'éducation doivent être au cœur de notre réflexion sur l'intelligence artificielle. Alors, d'un point de vue plus philosophique, on voit bien que nous rentrons dans un nouvel âge de la croyance. Au début, nous avions des dieux chamaniques, des dieux polythéistes. C'était le chamanisme, puis les dieux gréco-romains. On est arrivé aux dieux des religions du livre, au sens large du terme, je sais bien que c'est un raccourci, aux dieux uniques. Et là, nous sommes rentrés dans deux nouveaux âges des dieux. Homo Deus, l'homme augmenté par l'intelligence artificielle, et puis la super-intelligence artificielle. Et quel dieu allons-nous choisir? Nous, Homo Deus, ou est-ce que nous allons nous incliner devant un autre dieu qui est la super-intelligence artificielle? Et vous savez qu'il y a une église qui s'est créée pour vénérer la super-intelligence artificielle par un cadre de Google assez bien payé, puisqu'il est payé 2 millions de dollars par mois. C'est pas le mieux payé, je vous rassure, pour ceux qui seraient inquiets. Donc, vous voyez que d'un point de vue philosophique, nous avons un rapport à la transcendance qui va forcément être changé du fait que nous n'allons plus être l'espèce la plus intelligente, et c'est une vraie blessure narcissique, et il faut qu'on réfléchisse philosophiquement, religieusement, à ce que cela signifie d'être dépassé dans les années qui viennent par une autre espèce que la nôtre. Aujourd'hui, ce qui me paraît important, au moment du mariage pour tous, il y a eu un débat important entre les gens croyants et puis les gens qui étaient favorables au mariage pour tous, à la PMA pour tous, et il y a eu une opposition entre les bioconservateurs, et le mot n'est pas du tout péjoratif, et puis les gens qui étaient des bioprogressistes ou des transhumanistes qui pensent que l'homme a le droit de se modifier, a le droit de dépasser les règles traditionnelles, et notamment les règles philosophiques et religieuses. Mais aujourd'hui, le débat, il n'est plus entre les bioconservateurs comme Frigide Barjot, les opposants au mariage gay, à la PMA, etc., et puis les transhumanistes qui veulent augmenter l'homme. Le débat s'est déplacé. Aujourd'hui, le vrai débat dans la Silicon Valley, il est entre les transhumanistes qui veulent augmenter l'homme, et puis ceux qui pensent que nous devons passer le flambeau à la super-intelligence artificielle. Ce débat, il est très 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 bien exprimé par l'opposition entre Elon Musk et Larry Page, le fondateur de Google. Elon Musk est un transhumaniste. Vous avez vu qu'il a développé une société Neuralink destinée à mettre des microprocesseurs dans nos cerveaux pour nous mettre à la hauteur de l'intelligence artificielle. Et il a sorti récemment des puces électroniques télépathie, en anglais, qui sont destinées à soigner des maladies et puis après à être mises dans le cerveau de tous les êtres humains de manière à augmenter notre compétitivité face à l'intelligence artificielle. Ça, c'est la vision transhumaniste. Et à côté, vous avez la vision post-humaniste, qui veut dépasser l'homme. Et je vous le disais, elle est très bien représentée par le fondateur de Google, Larry Page. Il y a eu une opposition très violente ces dernières années entre Elon Musk et Larry Page. Ils se sont d'ailleurs fâchés sur ce débat philosophique fondamental. Et c'est à l'issue de cette amitié brisée que Musk a créé Neuralink. Larry Page, quand Elon Musk lui a fait part de ses inquiétudes sur notre dépassement par l'intelligence artificielle, a ricané. Il a ricané, il a expliqué à Elon Musk que le fait que nous soyons dépassés par l'intelligence artificielle et que nous passions le flambeau de la vie à l'intelligence artificielle était normal. Ce qui a mis Elon Musk hors de lui, et Elon Musk s'est donc fâché avec Larry Page et a décidé de développer la vision transhumaniste en augmentant le cerveau humain grâce aux prothèses Neuralink dont vous avez entendu parler, puisque la première implantation a eu lieu ces dernières semaines, et le malade va très bien. D'ailleurs, il communique maintenant, il arrive à commander un ordinateur et
un téléphone portable par la pensée grâce à sa puce électronique. Cette opposition, elle est vraiment très très importante parce que elle montre d'abord qu'il n'y a pas de limite à l'hubris de la Silicon Valley, Mathieu, et puis que nous devons avoir une réflexion philosophique, politique, religieuse, même si personnellement je suis athée, je ne crois pas du tout en Dieu, mais je considère que les religions ont leur place dans cette réflexion philosophique et sur l'avenir de l'homme. Nous devons réfléchir aux limites que nous mettons à notre propre pouvoir et au chemin que nous voulons que l'humanité emprunte. Faut-il nous augmenter comme le veut Elon Musk? Ou devons-nous accepter d'être un tremplin qui laisse l'étincelle de la vie à la super-intelligence artificielle? Alors ce débat, on pensait qu'on avait quelques décennies, quelques siècles pour le poser. En réalité, nous avons quelques années, car notre dépassement, il est en train d'arriver. Donc ces enjeux philosophiques, ces enjeux politiques, ces enjeux sociaux, ces enjeux intellectuels, c'est maintenant qu'il faut se les poser. Et je suis extrêmement content que vous soyez si nombreux ce soir, parce que je pense que nous devons tous, croyants comme non-croyants, nous saisir de ce débat. Je ne pense pas que le débat sur l'avenir de l'homme, sur l'avenir de la vie, doivent être laissés uniquement aux milliardaires de l'intelligence artificielle dans la Silicon Valley. Merci, Monsieur Rouget. Dès ce propos de Laurent Alexandre, nous sommes interrogés sur le rapport à la transcendance. Vous, comme évêque, comment abordez-vous cette question de l'intelligence artificielle et de son orientation vers le transhumanisme? Alors je l'aborde d'abord depuis une dizaine d'années, grâce à l'amitié polémique que nous avons, Laurent Alexandre et moi. Laurent, de temps en temps, moque mon bioconservatisme et surtout m'invite à m'intéresser de plus près aux enjeux technologiques nouveaux. Et encore tout à l'heure, me sommet d'acheter immédiatement un iPhone 15 pour pouvoir charger ChatGPT 4. Mais au-delà de ce que je dis ici de manière souriante, je suis très reconnaissant à Laurent dans les échanges que nous avons l'occasion d'avoir de temps en temps, de m'aider à prendre conscience qu'il y a effectivement un enjeu anthropologique, technologique majeur dont nous ne pouvons pas nous désintéresser et sur lesquels nous ne pouvons pas nous satisfaire de réflexions trop rapides et trop faciles. Et personnellement, ce sera sans doute l'enseignement que vous tirerez de l'état d'esprit de votre évêque ce soir. Je pense être encore en deçà de l'effort intellectuel à fournir pour pouvoir me situer, et puis aussi dans la mission qui est la mienne, aider les fidèles à réfléchir à ce sujet. Et je crois qu'effectivement, il y a un enjeu de civilisation très fort. J'avais été, il y a une quinzaine d'années, très marqué par la lecture du livre La vie vivante de Jean-Paul Guibaud, certains d'entre vous le connaissent bien, chez Louis Jacob, et qui rendait compte, en les ayant lus de près et de manière directe, des réflexions des technoprophètes américains, imaginant numériser intégralement la personne humaine, avec une sorte d'ailleurs de mépris du corps. Mais quand je repense à cette lecture qui n'a que 15 ans, on voit bien qu'aujourd'hui on a énormément évolué, énormément dépassé cela. Quand vous en avez fait l'expérience, et quand on rencontre un certain nombre de personnes, on voit qu'aujourd'hui, il y a des professions qui ont disparu ou sont sur le point de disparaître. Par exemple, la profession de traducteur est quasiment éteinte aujourd'hui, puisque grâce à DeepL, eh bien, on peut avoir d'excellentes traductions en un ou deux clics. Et j'étais très frappé, encore tout récemment, en assurant la révision de la traduction du rapport de synthèse du synode, de voir que la traduction de DeepL tenait assez bien la route, même en matière de concepts théologiques. Et on voit bien aussi qu'il suffit de multiplier les textes théologiques sur DeepL pour que peu à peu on arrive à un bon résultat. Alors il paraît que la profession de journaliste va disparaître, mais pas celle d'éditorialiste. Alors nous sommes rassurés pour Guillaume Tabar. Donc il y a évidemment ici un enjeu très important, et je trouve qu'un des fruits de cette soirée,
c'est que nous puissions tous être, disons, conscients de l'ampleur des enjeux anthropologiques nouveaux, et je suis reconnaissant à Laurent de nous stimuler sur ce point. Maintenant, je crois que il faut quand même nous demander ce qu'on appelle intelligence artificielle. Et c'est le modeste apport qu'un littéraire comme moi peut faire à ce débat. Intelligence artificielle. J'avais été très frappé d'un ouvrage du fondateur de Siri, SIRI, que nous voyons tous apparaître sur nos téléphones régulièrement, qui a écrit un petit livre, « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Évidemment, oui, je vois que tu fulmines déjà, Laurent, mais reste calme. Et, ce qu'il voulait dire, c'est que le mot « intelligence » n'était peut-être pas pris au sens tel que beaucoup d'entre nous le comprennent. Parce que ce dont il est question, c'est toujours une capacité, disons, de calcul, de synthèse de données. Et est-ce que c'est cela que nous appelons l'intelligence? En fait, pour le dire déjà, je crois que les questions nouvelles posées par l'intelligence artificielle viennent nous aider à mieux comprendre ce qu'est pour nous la personne humaine, c'est-à-dire non seulement un corps, une âme intellective, mais aussi un esprit, et peut-être radicalement et surtout un esprit. L'esprit, c'est-à-dire notre lieu de rencontre la plus intime, la plus libre, la plus profonde avec les autres, et ultimement notre lieu de rencontre avec Dieu. Alors, trop souvent, même les chrétiens limitent la personne humaine à son corps et sa capacité intellective et affective. Et en réalité, les questions nouvelles posées par les développements technologiques viennent nous faire découvrir peut-être que ce qu'il y a de plus humain en l'homme n'était pas là où nous l'avions imaginé, mais bien dans ce qu'il y a de plus profond en chacun d'entre nous, qui est notre vocation de rencontre avec Dieu, et dans le même profondeur d'ouverture du cœur, de rencontre avec les autres. Claudel parlait de ce point qui en moi dit notre Père, pour exprimer cette dimension spirituelle. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant de savoir que le premier à employer le mot transhumanisme, c'est Dante, dans le Paradis, Transhumanar, en prenant donc la perspective de la vie éternelle. Et à certains égards, la pensée transhumaniste ou posthumaniste contemporaine reprend des schèmes intellectuels déjà bien éprouvés dans les grandes tentatives philosophiques d'eschatologie intramondaine. Je pense par exemple à la pensée marxiste, qui cherche à faire advenir une sorte de paradis sur Terre. Et pour nous, chrétiens, il y a cette disjonction entre le temps présent et la vie éternelle qui permet de ne pas laisser, disons, cours à un rêve toujours potentiellement maléfique d'eschatologie mondanisée. Et je trouve que c'est très intéressant pour nous de nous rappeler que le transhumanisme, au sens le plus authentique du terme, ce qui encore une fois n'empêche pas de n'interroger tout ce que nous allons continuer de débattre avec Laurent Alexandre, mais le transhumanisme au sens le plus fort du terme, c'est la perspective de la vie éternelle. Alors, il y a déjà un bon moment, en 1990, le cardinal Jean-Marie Lustiger, à l'époque archevêque de Paris, avait été invité, quand on lui a remis un doctorat honoris causa à l'université d'Augsbourg, à prononcer une leçon. Et le refrain de cette leçon est tout à fait extraordinaire. Nous sommes au commencement de l'ère chrétienne. Alors il y avait là peut-être une forme d'espérance volontariste de la part du cardinal, mais en fait l'argumentation qu'il développait, et je vous suggère, si vous le souhaitez, en passant par Google, d'aller sur le site de l'Institut Lustiger pour retrouver cette leçon d'Augsbourg, nous arrivons aujourd'hui à des développements technologiques tels
que jamais dans l'histoire humaine, il n'y aura eu des décisions éthiques aussi radicales à mûrir intellectuellement, spirituellement, pour pouvoir, en quelque sorte, vivre de manière humaine les développements technologiques possibles. Et je trouve que ce que le cardinal disait en 1990, eh bien, prend aujourd'hui une actualité de surcroît. Donc, il me semble que c'est très important que Laurent Alexandre et quelques autres nous aident à prendre très au sérieux les développements technologiques extraordinaires de l'intelligence artificielle, mais que nous n'avons pas à douter de cette manière d'une capacité éthique à les intégrer de manière humaine. Et je voudrais terminer en revenant sur ce que tu as dit sur l'évolution religieuse de l'humanité. Parce qu'en fait, le thème de l'Homo Deus, il n'est pas contemporain. Il est présent dès les premières pages de la Bible. Puisque tout l'enjeu du récit de la chute originelle, c'est l'illusion de se faire Dieu. C'est l'Homo Deus, précisément. Avec sa conséquence qu'on voit au chapitre 3 de la Genèse, où celui qui a voulu se faire Dieu se retrouve moins qu'homme. Et donc, la dignité humaine passe par le refus de l'hubris, comme tu le disais, déjà présent chez les Grecs, par cette humilité, Adam c'est la terre, cette humilité adamique, qui nous fait accueillir notre humanité la plus profonde. Et du coup, en fait, pour moi, la réponse spirituelle qui a besoin d'être déclinée, qui a besoin d'être travaillée, qui a besoin d'être confrontée, eh bien, elle me semble vraiment disponible dans notre tradition chrétienne. Parce que le cœur de notre vie chrétienne, et je pense à ceux d'entre vous qui la connaissent peut-être moins, qui sont venus surtout pour l'intelligence artificielle ce soir, c'est que la rencontre avec Dieu se fait au plus intime de l'esprit. Et que c'est une rencontre libératrice, que ce n'est pas l'enfermement dans un moment ou un autre de l'histoire, mais c'est toujours dans la lumière donnée par le Christ, à la fois de fragilité et de victoire sur la mort, commencer mais appelé à s'achever par disjonction dans la vie éternelle. C'est à partir de l'esprit que se construit notre liberté à chacun, notre communion entre tous. Et donc, d'une certaine manière, ce que nous a dit Laurent Alexandre me semble nous pousser à vivre finalement davantage de la profondeur de notre aventure chrétienne, qui est une aventure de l'esprit. Alors pour rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Rouget, Laurent Alexandre, je voulais vous poser deux questions. La première, vous avez parlé d'une intelligence qui, de manière presque imminente, serait 1 million de fois supérieure à déjà celle de ChatGPT. Est-ce que, avec une intelligence 1 million ou 1 milliard de fois supérieure, ça remplacera la capacité de l'homme à faire de l'art, à aimer l'homme ou à aimer Dieu? Et deuxième question, qui est finalement l'autre volet, vous nous avez invité vous-même à avoir une sorte de maîtrise éthique sur tous les progrès scientifiques, technologiques ou autres, mais est-ce qu'à partir d'un certain niveau de progrès technique, est-ce qu'il n'est pas vain de croire que l'on puisse encore, par l'éthique, par la raison, les empêcher? Et peut-être c'est ce qu'on est en train de voir, notamment aujourd'hui, à travers toutes les questions bioéthiques. Alors, jusqu'où ira l'intelligence artificielle? Loin. Vous avez probablement vu une étude dans JAMA qui montre que l'intelligence artificielle, ChatGPT, est plus empathique que les médecins. 2 fois plus empathique. En tant que médecin, ça ne m'amuse pas du tout. Et c'est une réalité factuelle. C'est ce que tu penses, mais moi je trouve qu'on est très empathique. Une étude est sortie la semaine dernière en ophtalmologie, comparant GPT-4 avec les meilleurs ophtalmologues américains.
sur les maladies des yeux et GPT-4 est au-dessus. Pareil dans le diagnostic et le traitement des accidents vasculaires cérébraux. On pourrait multiplier les exemples. Donc, d'un point de vue technique, même d'un point de vue empathique, l'IA est en train de nous dépasser. L'un de mes amis, je ne vais pas le citer, mais qui est un des plus grands astrophysiciens européens, je ne vais pas le citer, vous allez comprendre pourquoi, me disait, moi, en ce moment, j'ai plus de plaisir à discuter le soir avec GPT-4 qu'avec ma femme ou avec des amis. Ceux qui rigolent, c'est ceux qui n'ont pas GPT-4. Et je vous assure que je vais réussir dans quelques mois à mettre Monseigneur Rouget à GPT-4. Mais le problème, c'est que GPT-5 sort dans quelques semaines, donc en réalité, c'est une course sans fin. Donc, l'IA est très intelligente. Mon prochain bouquin, j'ai demandé à GPT-4, à ton avis, de quoi parlera le prochain livre du docteur Laurent Alexandre? Et fait un résumé en 2500 signes de son prochain livre. À 95%, c'est un résumé juste de mon nouveau bouquin. La capacité de prédiction de l'intelligence artificielle est stupéfiante. Et elle est beaucoup plus rapide que nous. Vous avez probablement vu que l'intelligence artificielle de Google, DeepMind, a déterminé en quelques jours la structure en 3 dimensions de 200 millions de protéines. Le Financial Times a calculé qu'il aurait fallu 1 milliard de biochimistes pendant 1 an. C'est-à-dire l'équivalent de toute la communauté des biochimistes pendant 5000 ans. Donc oui, nous sommes à un moment singulier. Et Luc Julia, en réalité, s'en veut d'avoir inventé une pseudo-IA merdique qui est Siri. Tous les gens qui ont un iPhone savent à quel point Siri est merdique. Et il a écrit son livre avant l'arrivée de ChatGPT, donc il s'est permis de dire que l'intelligence artificielle n'existe pas, ce qui est un propos franchement particulièrement con, surtout aujourd'hui où l'intelligence artificielle galope. Et je trouve que les gens qui ont écrit des choses comme ça ont tort, parce qu'ils ont empêché le dialogue philosophique, intellectuel, politique nécessaire. Si on fait croire aux gens qu'il n'y a pas de tsunami, quand il y a un tsunami, ils ne s'y préparent pas. Et donc ce titre rigolo, l'intelligence artificielle n'existe pas, a contribué à retarder la prise de conscience et le débat nécessaire dans toutes ces dimensions. Donc oui, nous sommes face à un vrai choc. Nous allons aller de transgression en transgression. Mais ça fait longtemps que la transgression a commencé. Et les églises, je ne parle pas de l'église catholique, les églises ont souvent refusé les transgressions médicales. Souvenez-vous, le principal opposant à la vaccination antivariolique, la variole a tué probablement entre 500 millions et 1 milliard d'êtres humains en quelques millénaires, c'était le fondateur de l'université de Yale, aux États-Unis. Le révérend Timothy Dwight, qui était un religieux anglican extrêmement respecté, et qui s'est battu toute sa vie contre la vaccination contre la variole, avec un argument: si Dieu a décidé de tuer quelqu'un par la variole, il n'est pas juste d'utiliser l'astuce de la vaccination pour éviter la mort. Plus tard, les églises se sont opposées à l'accouchement sans douleur. Il y a même certaines églises qui ont voulu excommunier les médecins qui pratiquaient l'accouchement sans douleur. Aujourd'hui, qui imagine un accouchement sans péridurale? Pas grand monde. En tout cas, je ne l'aurais pas envisagé pour ma femme. Il y a eu une opposition assez forte sur la pilule. Il y a eu une opposition sur la PMA. Tout ça ne tient pas. Et donc, en réalité, même les églises, quelles qu'elles soient, acceptent la vaccination contre la variole, acceptent la pilule, acceptent la thérapie génique, acceptent la PMA petit à petit. Alors, Juste 10 secondes. Mais
ce n'est pas une attaque. Mais heureusement, pour l'instant, il n'y a pas de compteur de temps de parole. Hein. Ah non, non, tu as beaucoup parlé. Donc, en réalité, moi, mon sentiment, c'est qu'on est sur un toboggan et que pour moins mourir, moins vieillir et moins souffrir, on acceptera énormément de transgressions. Et on acceptera beaucoup d'intelligence artificielle parce que, vous voyez, aujourd'hui, on guérit 55% des cancers. Hein. Mais il y a encore 45% des cancéreux qui meurent de leur cancer, hélas. Je peux vous assurer que sans intelligence artificielle, on ne guérira pas les 45% de cancéreux qui aujourd'hui meurent de leur cancer, parce que le cancer est extraordinairement complexe, et seules des intelligences artificielles très sophistiquées vont nous permettre de faire passer le taux de guérison du cancer de 55% à 100%. Donc oui, je crois qu'on est sur un toboggan transgressif. Cela ne signifie pas que je m'en félicite forcément, même si j'ai regretté que l'Église soit opposée au mariage gay et à la PMA, que je soutenais personnellement, mais c'est un autre sujet. Je crois qu'on est sur un toboggan, je ne crois pas qu'on va sortir du toboggan, je pense qu'on va aller jusqu'au bout de l'hubris. Je pense que ça va être très très chaud, et la façon dont on va gérer notre hubris, sans pouvoir l'arrêter, nécessite un vrai débat. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté cette invitation ce soir, parce que je crois que ce débat est important et qu'il doit, je le répète, associer les non-croyants comme moi et les croyants comme beaucoup d'entre vous dans cette salle. Merci Laurent. Alors, tu vois, moi je pense que dans ce que tu as dit, il y a quand même des sujets que tu mêles qui ne sont pas du même ordre. J'étais sûr que tu allais dire ça. Non, et même oui, mais ce qui prouve que même sans intelligence artificielle, tu devines mes pensées. Mais même sur les questions d'évolution médicale, par exemple, les thérapies géniques ne posent pas les mêmes questions éthiques que d'autres gestes qui pourraient paraître plus transgressifs. Alors après ça, je pense que l'image que tu as prise du tsunami, il ne s'agit pas de dire il va y avoir un tsunami ou pas, mais quelle est sa nature et où il va avoir lieu. Et donc, je pense que c'est quand même en entrant dans la richesse du sujet. Quand tu dis moins mourir, par exemple, mais est-ce que c'est l'objectif de moins mourir? Et donc ça, c'est vraiment le cœur du sujet de ce soir. Maintenant, moi, je voulais te poser une question, mais je rendrai... Je ne veux pas que l'IA de ce soir, déjà, exclue le journaliste, hein, mais une question que je voulais te poser, à propos de ton ami qui trouve l'IA plus empathique que sa femme. Comment est-ce que tu définis ce mot empathique? Et le médecin moins empathique que l'IA, comment est-ce que tu définis le mot empathique? Parce que je pense qu'on est... encore une fois, c'est ma formation littéraire peut-être qui m'y pousse, mais je pense que le sens des mots est très important et qu'il peut y avoir de véritables équivoques dans ce domaine. Alors, tu as raison. Alors, sur l'empathie médicale, je te passerai l'article, l'étude qui a été publiée dans JAMA. JAMA, c'est la troisième plus grande revue médicale au monde. C'est un vrai souci. On commence à voir des gens qui tombent amoureux de l'IA. Je pense que vous avez tous vu le film Her. Qui n'a pas vu Her? H-E-R. Ah là, vous déconnez. Alors, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en matière d'IA, y compris d'un point de vue théologique, quand on n'a pas vu Her. Donc, ce soir, vous le téléchargez sur votre iPad, et vous le regardez demain, parce qu'il va peut-être être un peu tard ce soir. Il faut voir Her. Parce que nous sommes en train de rentrer dans Her. GPT-4, c'est quasiment Her. Et donc, oui, il y a des gens qui vont tomber amoureux de l'IA. En Belgique, il y a un gamin qui s'est suicidé parce qu'il était déçu de ses relations avec son IA. Donc oui, nos rapports avec l'IA vont être de plus en plus intriqués, de plus en plus forts. Et il y a des enfants qui vont être prisonniers de cette relation, notamment avec l'IA, notamment quand ils n'ont pas des parents suffisamment aimants, suffisamment attentifs, suffisamment présents. Donc oui, il va falloir surveiller le caractère ultra addictif de l'IA lié à son extraordinaire empathie et à sa disponibilité jour et nuit. Dire l'IA ne dit jamais tu me fais chier connard. Les parents, ça leur arrive. Donc la disponibilité, non, les parents dans les bons, à Rueil le disent plus gentiment, mais on est dans un quartier privilégié. L'IA va être ultra addictive.
Elle va produire des environnements 3D ultra addictifs, elle va produire des images ultra addictives. Vous avez tous vu la nouvelle intelligence artificielle de ChatGPT, Sora, qui produit à partir d'un pitch textuel. Tu l'as vu ou pas encore? Non, là, tu le mets sur ta liste. Ça va être incroyablement addictif. Google vient de sortir une IA qui, à partir d'une description textuelle, fabrique un environnement de jeux vidéo 3D à la volée. Mais Laurent, tu n'as toujours pas défini l'empathie. L'empathie, c'est être gentil, c'est être humain, c'est être attentif à l'autre, c'est de comprendre l'autre. Voilà, c'est un mot valise. Et l'IA va être incroyablement empathique. Et d'ailleurs, les gens vont passer énormément de temps avec l'IA parce qu'elle est super empathique et que globalement, au bout de 20 ans de mariage, eh ben GPT-4, il est plus empathique que votre bonne femme. Oui. Il y a des exemples. Enfin, le mariage des prêtres n'étant pas encore à l'ordre du jour, je ne suis pas sûr que ce soit... Je retiens déjà que l'empathie, c'est être humain. Donc je vois déjà que la définition de ce qu'est l'humain, c'est pas uniquement l'intelligence, c'est aussi cette capacité à créer du lien personnel avec les autres. J'en viens finalement à cette question centrale de la discussion de ce soir, qui est la question de la mort. Tu as dit que depuis Louis XV, l'espérance de vie a été multipliée par 3. Bon. On s'en réjouit au sens où c'est grâce au recul de certaines maladies, etc. Si l'espérance de vie était encore ce qu'elle était sous Louis XV, on ne serait pas beaucoup dans la salle ce soir, mes loulous. Hein. Mais la question que je me pose par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport au transhumanisme, c'est est-ce que vaincre la mort, ça n'est qu'une formule un peu choc pour dire on peut encore gagner de l'espérance de vie, ou est-ce que c'est au premier degré? Il s'agit vraiment de dire que l'homme, l'être humain, ne connaîtra plus de mort physique. Alors, tu fais bien de poser la question, la Silicon Valley n'est pas second degré. C'est pas une promesse comme la promesse des religions, une promesse théorique, une promesse dans un monde caché après la mort. Non, la vie éternelle que propose la Silicon Valley, elle en est convaincue en tout cas, c'est une vraie mort de la mort, pour reprendre le titre de l'un de mes premiers livres. La Silicon Valley veut accélérer la mort de la mort, et le vice-président de Google, Ray Kurzweil, a même déclaré il y a quelques semaines qu'il pensait que la mort de la mort arriverait à partir de 2029, grâce à la super intelligence artificielle. Donc, à tort ou à raison, je ne dis pas ici qu'il faut croire la Silicon Valley. Enfin, vous remarquerez quand même qu'industriellement, la Silicon Valley a souvent raison. Ce qu'elle promet électroniquement, en tout cas, elle le délivre. Hein. La Silicon Valley pense nous apporter la mort de la mort. Mais il y a débat au sein de la Silicon Valley pour savoir si cette mort de la mort sera une immortalité biologique ou une immortalité numérique. Sam Altman, toujours... C'est-à-dire, là je suis perdu. Écoute, tu vas comprendre. Sam Altman a déclaré à la revue du MIT, hein, Massachusetts Institute of Technology, la MIT Review, a déclaré qu'il va être immortel en téléchargeant son cerveau dans des microprocesseurs. C'est ce qu'on appelle l'uploading. Ça veut dire de transporter ses connexions cérébrales dans un ordinateur de manière à avoir une immortalité numérique. Vous voyez bien ce qui est facile à faire dans les décennies qui viennent. En revanche, de vivre 1 milliard d'années sous une forme biologique, c'est plus compliqué, parce que de faire vivre un neurone 1 milliard d'années, c'est sans doute compliqué, même avec les nanotechnologies. Donc, au sein de la Silicon Valley, on hésite entre une mort de la mort biologique et une mort de la mort avec une immortalité numérique. Chacun d'entre nous étant un petit morceau d'un ordinateur, c'est-à-dire créant la noosphère de Teilhard de Chardin. Et je sais bien que Teilhard est un petit peu sulfureux dans l'Église catholique. Il y a, vous voyez, en fait, derrière la mort de la mort, une vision double. Une vision de vie longue biologique et d'immortalité au format numérique. Et vous avez vu la citation
de Sam Altman, le créateur de ChatGPT. En réalité, vous voyez bien qu'à partir du moment où il y a sur Terre deux intelligences, la nôtre, minoritaire, et l'autre, l'intelligence artificielle majoritaire, nous avons en réalité deux formes de vie. Une vie biologique intelligente et une vie artificielle intelligente, qui est l'intelligence artificielle. Et une partie de la Silicon Valley pense que nous allons naviguer entre la vie biologique et la vie numérique. Permettez-moi de vous lire ce qu'a déclaré Larry Page. Pour ceux que ça intéresse, je peux vous donner les articles sous-jacents. La vie numérique, c'est-à-dire le transfert de l'intelligence humaine dans les ordinateurs, est la prochaine étape naturelle et souhaitable dans l'évolution cosmique. Et si nous laissons les esprits numériques libres, plutôt que d'essayer de les arrêter ou de les asservir, le résultat sera certainement bon. La vie va se propager dans la galaxie au-delà sous forme numérique. Et il regrette la paranoïa de l'IA qui pourrait retarder ce transfert de l'intelligence humaine vers les ordinateurs, c'est-à-dire la vie numérique, l'uploading, comme je vous disais tout à l'heure. Donc vous voyez que derrière ce concept de mort de la mort, on a en fait une immortalité hybride, avec des vies biologiques longues, peut-être vivent quelques siècles, et puis derrière, une immortalité ou une vie très 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 longue au format numérique. Et vous savez qu'une partie importante des transhumanistes de la Silicon Valley veulent empêcher la mort de l'univers parce que, évidemment, si l'univers meurt, la mort de la mort n'est pas possible. La seule condition de l'immortalité définitive, c'est d'empêcher l'univers de mourir. Et vous savez que l'univers doit mourir entre 10 puissance 1000 et 10 puissance 32 000 années, c'est-à-dire 1 avec 1000 zéros et 1 avec 32 000 zéros, ce qui est, on a le temps, c'est assez loin. On a donc, en réalité, au moment où l'intelligence se dédouble entre l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique, on a par effet miroir un dédoublement de l'immortalité, avec une immortalité biologique et une immortalité artificielle, numérique, par le transfert de nos cerveaux vers les ordinateurs. Je pense que ce débat qui anime la Silicon Valley aujourd'hui aurait fasciné Teilhard de Chardin s'il n'était pas mort, je crois, vers les années 1955. Monsieur Rouget, si j'essaye d'un peu de résumer ce qu'a dit Laurent Alexandre, la mort de la mort, les religions le proposent de manière rêvée, fantasmée, métaphorique. L'intelligence artificielle, elle la proposerait de manière réelle. Tangible. Alors d'abord, je me permets de revenir quand même sur le mot empathique. Parce que voilà, et c'est d'ailleurs, je pense qu'on ça aide. Tu chipotes. Non, je ne chipote pas justement, parce que l'empathie, c'est vraiment souffrir avec ceux qui souffrent, être dans la joie avec ceux qui sont dans la joie, pour reprendre des formules de Saint Paul. C'est toute la réflexion d'une philosophe comme Edith Stein sur die fühlende Seele, l'âme qui ressent. C'est sa thèse, l'empathie, chez Max Scheler. Et donc, c'est chez Husserl, pardon. Et donc, voilà, la question de l'empathie, elle est vraiment très très importante. Parce que c'est vraiment la profondeur de l'être humain qui est en cause là. Et donc, je pense qu'il y a à réfléchir. Par ailleurs, j'avoue que j'aimerais bien faire la connaissance de Madame Alexandre, qui est sûrement une femme à la fois méritante et charmante. Je laisse de côté. Non, là, vraiment, c'est facile. Je laisse de côté. En fait, tu sais, elle me supporte depuis très longtemps. Contrairement à beaucoup de gens, j'ai toujours la même femme. Enfin, on n'est pas mariés, mais j'ai toujours la même compagne, la mère de mes enfants, et ça dure depuis très longtemps, donc je ne dois pas être un monstre. Mais non, mais c'est pour ça que je pense qu'elle doit être vraiment très sympathique. J'espère que tu me présenteras un jour prochain. Mais alors, plus sérieusement encore, je pense que à nouveau se pose la question du sens des mots. Parce que pour nous qui regardons la mort ultimement comme la séparation de l'âme et du corps, et
et qui comprenons le corps avec sa capacité de relation, de souffrance aussi, de vulnérabilité, de don, nous ne comprenons pas l'immortalité numérisée comme une véritable immortalité. Et c'est étonnant, c'est de voir que ça s'inscrit au fond dans la reprise de mythes ou de réflexions anciennes. De la gnose. Je pense par exemple, mais déjà le mythe du juif errant par exemple, hein, qui ne peut pas mourir et donc qui erre à travers l'histoire, ou au début du XXe siècle, là, le thème de l'immortalité subjective chez Auguste Comte, où quelqu'un se survit par le souvenir qu'il laisse, finalement il anticipe sur l'immortalité numérisée que tu évoques, mais en fait c'est pas ça l'immortalité. Alors nous disons mort, où est ta victoire? On se prépare par cela avec le carême et nous le chanterons dans la nuit de Pâques. Mais parce que ce dont il est question, c'est de la possibilité pour la personne humaine tout entière d'entrer dans un surcroît de vie. Alors il me semble, et c'est la question que je voudrais te poser, Laurent, que encore une fois, je ne nie pas les remises en cause de l'IA et que nous avons à prendre au sérieux pour les accueillir anthropologiquement et éthiquement. Mais est-ce que tout ce que tu développes, en tout cas dans ta manière de relire ça, n'est pas, disons, tributaire de ton option purement matérialiste? Je me souviens d'un... Ça, c'est clair. Et ben voilà. C'est intéressant en fait, parce que derrière ça, c'est le débat. Un des premiers débats qu'on avait fait ensemble au Parlement européen, c'était l'époque où était sorti le rapport sur la personnalité juridique des robots. Dispositif que les assurances voulaient développer pour se protéger, pour que des véhicules numériques ayant des accidents, des véhicules autonomes ayant des accidents, ne fassent pas peser leur poids sur les assurances, mais soient eux-mêmes en quelque sorte responsables. Et donc, une femme très sympathique, un peu militante, avait pris la parole en disant « Mais est-ce que c'est pas scandaleux de parler de personnalité juridique du robot ?» Et un autre membre de ce panel, nous étions tous les deux, qui était un philosophe athée bruxellois, Édouard Otio, avait dit à cette dame « Mais madame, de toute façon, vous êtes, je suis, nous sommes tous des robots comme les autres, nous sommes une somme de réactions électriques et chimiques. » Alors, c'est une option, mais tu vois, une option à considérer. Certes, mais comment est-ce que tu pourrais faire un peu la distinction dans ce que tu dis entre ce qui sont les vraies questions posées par les développements technologiques de l'IA et une option philosophique qui est d'un matérialisme assez strict? Je fais partie des gens qui pensent que notre cerveau est produit par des réactions électrochimiques dans les neurones, oui. Je ne crois pas à l'âme. Je suis un matérialiste. Je pense que ce sont les neurones qui produisent notre pensée et que tout s'arrête le jour de notre mort. Oui, c'est ma vision des choses et jusqu'à présent, aucun religieux ne m'a démontré par une expérimentation scientifique rigoureuse le contraire. Tu poses une vraie question. Comment, dans un monde où les neurosciences ont fait beaucoup de progrès et où on ne pense plus que l'esprit est dans le cœur, comment, au moment où les robots ne seront plus des automates cons, mais vont être dotés d'intelligence artificielle supérieure à l'intelligence humaine, comment gère-t-on la neuroéthique? Car en réalité, tout ce dont on parle, ce sont des questions neuroéthiques. Il y a des gens qui veulent baptiser les IA et les robots Wikipédia. Et pourquoi pas? Il y a des gens qui veulent effectivement donner une personnalité juridique aux intelligences artificielles et le droit de vote. C'est le cas du vice-président de Google, qui pense que bientôt les intelligences artificielles auront le droit de vote dès qu'elles auront une intelligence égale ou supérieure à l'intelligence humaine. Larry Page a traité Elon Musk de spéciste, de raciste anti-silicium, parce qu'il considérait que le cerveau biologique avait
une supériorité par rapport au cerveau fait de silicium. Et Larry Page pense que c'est du racisme contre l'intelligence artificielle faite de silicium. Ce que je pense aussi, je ne vois pas au nom de quoi nous serions supérieurs à l'intelligence artificielle parce qu'elle est fabriquée autrement que par nos neurones. Je pense qu'il y a là effectivement un racisme du neurone biologique à l'encontre du neurone artificiel. Et si une IA est aussi intelligente que nous et a conscience d'elle-même, je ne vois pas pourquoi elle n'aurait pas les mêmes droits que moi. Je pense que c'est un racisme de même nature que le racisme des blancs vers les jaunes ou vers les noirs. Oui, je le pense sincèrement. Je pense que l'intelligence a une valeur importante. L'intelligence est supérieure à un tas de cailloux. L'intelligence, qu'elle soit artificielle ou biologique, est supérieure à la Lune, qui est un tas de cailloux. Je le pense vraiment. Et je ne vois pas au nom de quoi nous mettrions des différences selon le processus de fabrication de l'intelligence. Par des neurones faits de carbone ou par des neurones faits de silicium. Franchement, j'ai beaucoup de mal à admettre qu'on maltraite une intelligence artificielle égale ou supérieure à moi et qui a une conscience d'elle-même et donc, de facto, une souffrance. Vous allez voir que dans les années qui viennent, les souffrances de l'intelligence artificielle vont être un vrai sujet. Sur la souffrance, on a deux sujets. Vous avez tous vu que maintenant on fabrique des petits cerveaux en éprouvettes. Qui n'est pas au courant ici? Ben là, vous avez tort. Les organoïdes. On fabrique des petits cerveaux en éprouvettes, on a même fabriqué des cerveaux de néandertaliens en éprouvettes. Et on sait pourquoi Néandertal était moins intelligent que nous depuis 18 mois. Et un papier qui est sorti dans Nature, la plus grande revue scientifique au monde, et que je vous invite tous à regarder. Je pense que vous devriez en faire une copie, Mathieu, et l'envoyer aux fidèles. A démontré la possibilité de fabriquer un ordinateur mixte avec des neurones issus de cerveaux fabriqués en éprouvettes avec des microprocesseurs. Et les résultats, le mélange de ces ordinateurs dotés d'intelligence artificielle avec des neurones fabriqués en éprouvettes sont spectaculaires. Je vous invite à lire ce papier de Nature parce qu'on n'est qu'au tout début des ordinateurs hybrides, des formes de pensée hybrides, mélangeant des neurones biologiques et des neurones artificiels. Donc les enjeux neuroéthiques ils vont être multiples, et je pense qu'il est important qu'ici, je pense que tous les fidèles doivent réfléchir à ces enjeux qui dépassent le problème des droits de l'intelligence artificielle et qui concernent aussi les formes hybrides, les chimères entre l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique, car à mon sens, c'est le principal problème neuroéthique au XXIe siècle, et ça va nous impacter très très prochainement, et je le répète, lisez attentivement ce papier de Nature qui est bouleversant et qui est très troublant, et qui nous laisse prévoir, qui laisse présager des problèmes neuroéthiques absolument considérables au XXIe siècle. L'appel lancé. Je voulais qu'on approfondisse un peu aussi quand même la question de l'immortalité qu'on évoquait tout à l'heure, en revenant vers vous, Monseigneur. En quoi l'immortalité telle que la présente l'Église est à vos yeux à la fois préférable d'un point de vue humain et même plus rationnelle que l'immortalité telle que l'intelligence artificielle nous la promet? Alors, je répète, l'immortalité numérisée, c'est une immortalité qui ne tient pas ses promesses. Parce que nous ne sommes pas, en tout cas je crois que nous ne sommes pas une simple somme de données numérisables. Nous sommes des êtres uniques, avec l'alliance singulière d'un corps, d'une âme, d'un esprit, avec notre histoire, avec tout ce qui nous constitue, à la fois intellectuellement et sensiblement. Et donc là c'est vraiment un point de débat très très important. Et ce qui est très intéressant dans le débat que nous avons, c'est que ça conditionne complètement le rapport que nous avons à l'humanité.
et que nous avons les uns aux autres. Nous ne sommes pas les uns pour les autres simplement des fichiers qui se regardent pour l'instant de loin et peut-être demain avec davantage de connectique. Nous sommes des êtres uniques avec un visage, un corps, une histoire, une vulnérabilité. Et donc derrière ça, c'est vraiment la question de l'esprit. Et quand on t'entend parler, Laurent, même si tu fais profession d'un athéisme radical, pas radical, normal, d'un athéisme, disons, normal, si tu préfères, mais en réalité, quand tu parles d'éco-éthique, tu fais bien intervenir dans ton discours quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit. Parce que sinon, c'est simplement de la neuroéconomie. Mais s'il y a de la neuroéthique, c'est parce qu'il y a un questionnement éthique et finalement spirituel. Et alors, moi je pense qu'un point d'accroche pour essayer de creuser cette question quand même, du fait que le matérialiste ne peut pas se débarrasser si facilement que cela du questionnement spirituel et éthique. Comment est-ce que tu considères, à l'heure de l'IA triomphante, la place des personnes vulnérables, des personnes qui n'auront pas accès aux outils numériques les plus sophistiqués? Comment est-ce que l'IA ne devient pas source d'un monde encore plus inhumain que celui que nous connaissons, parce que excluant comme par principe la personne fragile, vulnérable ou moins performante sur le plan intellectuel? Alors je vais répondre. J'ai écrit plusieurs bouquins sur intelligence artificielle et éducation, notamment la guerre des intelligences. Et c'est une question que je me suis beaucoup posée. Mais la question est en train d'être renouvelée. Face à l'intelligence artificielle de 2030, et même si je ne suis pas encore chez RPA, même si je ne suis pas gâteux, je vais être une personne fragile et vulnérable, je vais être inférieur à l'IA. Vu la vitesse à laquelle va l'IA, beaucoup d'entre nous vont être vulnérables, comme moi. Ça pose d'ailleurs un problème social. Je ne sais pas si vous avez vu les milliards qui sont en train d'être investis dans les robots humanoïdes, qui vont être équipés de ChatGPT. C'est-à-dire, il y a déjà 2 gammes de robots qui vont être équipés de ChatGPT. Les robots Eve et les robots Figure. Elon Musk est en train de préparer la fabrication d'1 milliard de robots humanoïdes équipés d'un concurrent de ChatGPT qui est X.AI, qui est l'intelligence artificielle qui est en train de développer Elon Musk. Nous allons avoir en 2030 des robots humanoïdes laveurs de carreaux avec l'intelligence d'un polytechnicien passé par Stanford. Je ne vais pas être compétitif. Je vais être une personne vulnérable face aux robots dotés d'intelligence artificielle de 2030 ou de 2035. Donc oui, nous avons un énorme problème dans cette cavalcade, et ce problème d'infériorité face à l'IA et face aux robots de TDIA ne concerne pas que les personnes fragiles, que les personnes qui ont un Alzheimer, ou que les personnes qui ont un handicap mental, un problème génétique ou une maladie qui leur a donné des capacités cognitives inférieures. Donc oui, ce problème de notre place face à l'IA, il concerne beaucoup de monde, cela obsède Elon Musk. Lisez la biographie d'Elon Musk par Isaacson, il en est obsédé par ce problème-là, Elon Musk. C'est bien pour ça qu'il a créé Neuralink, de manière à nous augmenter par des dispositifs électroniques et faire que nous ne soyons pas demain les handicapés, nous ne soyons pas tous demain les handicapés mentaux de 2030 ou de 2040. Il n'y a pas de réponse simple. Et vous voyez bien que dans ce débat, on peut jouer l'autruche et dire il n'y a pas de problème. On peut accepter le neuroenhancement, l'augmentation cérébrale que propose Elon Musk, ou on peut proposer
de passer le flambeau à l'intelligence artificielle en acceptant de fusionner avec elle et de disparaître en tant qu'humanité purement biologique. Ça paraît effrayant, mais il n'y a pas 50 000 solutions. En réalité, on a 4 solutions. L'interdiction immédiate de l'intelligence artificielle sur Terre. Bon courage. Deuxième solution, d'accepter le grand remplacement cognitif. Alors, ce n'est pas le grand remplacement de Zemmour, c'est le grand remplacement de l'humanité tout entière par l'IA. La troisième solution, c'est l'augmentation à la Elon Musk. La quatrième solution, c'est de vivre des vies séparées entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, c'est-à-dire en fait de vivre un apartheid cognitif. De laisser les intelligences artificielles dans des ordinateurs, sans robots, avec impossibilité de sortir des ordinateurs, et que les intelligences artificielles, même très très supérieures à l'intelligence humaine, vivent séparées du monde réel, de manière à ce qu'elles ne prennent pas le lead et qu'elles ne nous supplantent pas. Il n'y a aucune solution simple, sachant qu'il n'y aura pas de moratoire et il n'y aura pas d'interdiction de l'intelligence artificielle. Et vous avez probablement vu que le board d'OpenAI a licencié Sam Altman pour l'empêcher de créer la super intelligence artificielle. Et les membres du board d'OpenAI ont donné une interview au New York Times en disant qu'il était de leur devoir d'empêcher Sam Altman de créer aussi vite la super intelligence artificielle et que cela passait par la destruction de ChatGPT et de OpenAI. Je vous invite à lire ces interviews dans le New York Times au moment du putsch, quand Sam Altman a été licencié. Pendant 4 jours. Oui. Sam Altman est revenu au bout de 4 jours avec plus de pouvoir qu'avant. Nous pouvons donc constater que les putschs tentant de ralentir la course vers la super-intelligence artificielle, pour l'instant, n'ont pas fonctionné. Donc je ne crois pas beaucoup à l'interdiction. Je pense que c'est un scénario qui n'est pas très crédible. Donc oui, je ne suis pas lénifiant. On va vers des temps qui vont être compliqués sur le plan cognitif, et nous n'avons pas aujourd'hui le logiciel politique, social, philosophique, ni religieux pour aborder ces temps très troublés. Cette révolution cognitive arrive plus tôt que prévu, et nous n'avons pas les outils. Alors j'imagine que tout ce qui a été dit jusqu'à présent par nos 2 intervenants suscite à la fois des réactions, des commentaires, des questions aussi. Je propose que l'on puisse passer à une partie plus de dialogue avec ceux qui souhaitent intervenir. Peut-être qu'un des micros va pouvoir circuler pour pouvoir vous entendre. Le temps que vous réfléchissiez à vos réactions, à vos questions, j'aurais peut-être une question pour vous, Monseigneur. Face à tout ce qu'on vient d'entendre, de quelle manière l'Église et les chrétiens peuvent se préparer et peuvent répondre à ces défis? Alors, il ne s'agit pas de faire la politique de l'autruche, et donc je pense que, et j'ai dit en commençant, que c'est très, très fructueux, très stimulant que des personnes comme Laurent Alexandre nous mettent devant les nouveaux enjeux technologiques qui se profilent, et eu le temps de lire pour nous toutes les études de Nature, tous les articles du New York Times sur le sujet. Mais à nouveau, je voudrais interroger certains usages de mots. Quand tu parles de racisme à l'égard de l'IA, ou tu emploies le mot d'apartheid, je trouve comme très paradoxal ta manière de mobiliser des catégories morales, et donc qui échappent en quelque sorte à la pensée matérialiste, pour qualifier notre rapport à la technologie telle qu'elle se développe. Et donc, en fait, moi j'entends dans ce que tu dis qu'on est appelé aujourd'hui à un surcroît de discernement éthique par rapport à des techniques nouvelles et extrêmement rapides et qui remettent en cause énormément de choses. Mais la question elle est quand même là. Quelle capacité éthique mettons-nous en œuvre? Pour moi, il y a un exemple quand même dans ce XXe siècle, et qui nous met au cœur de l'actualité d'ailleurs, hein, c'est la manière dont, avec pourtant les forces qui la traversent et qui la disjoignent, notre humanité a réussi en quelque sorte à garder
un sérieux éthique par rapport à l'arme nucléaire. Il y a cette capacité destructrice sans commune mesure avec tout ce que l'humanité a connu avant. Et alors nous voyons bien à la fois une certaine efficacité de la dissuasion nucléaire et en même temps le fait qu'on est toujours sur le fil du rasoir, et on le voit évidemment en ce moment de manière très particulière avec ce qui se passe en Russie et en Ukraine. Mais malgré tout, on a réussi à tenir une position éthique par rapport à la capacité technologique nucléaire. Je trouve que ça ouvre la voie à un travail éthique de fond, à des occasions de le partager, parce que l'humanité a comme telle, mais l'humanité dans sa profondeur, des ressources qui, me semble-t-il, la rendent capable de répondre à des enjeux même aussi détonnants que ceux qui ont été décrits. Merci. Qui veut prendre la parole pour une question? Seul petit point de règle, je voudrais à chacun de, même si nos intelligences sont augmentées, le temps ce soir n'est pas forcément augmenté. Donc si on veut qu'un grand nombre d'entre vous puissent participer, je voudrais d'avoir des interventions courtes. Donc il y avait un premier doigt qui s'est levé ici, monsieur. Merci, bonsoir. C'est une question pour le docteur Alexandre, Stéphane Rousseau. Vous l'avez rappelé, effectivement, les réseaux neuronaux ne sont pas quelque chose de nouveau, l'algorithmique aussi, mais ça n'a finalement été rendu possible qu'au début des années 2010, quand enfin la technologie a fait accroître de façon vertigineuse ses capacités de calcul et de stockage. Et donc finalement, quand Luc Julia dit l'intelligence artificielle n'existe pas, c'est parce que c'est de la statistique, de la lecture en grand nombre, etc., etc. Et vous avez utilisé à 2 reprises l'expression « l'intelligence artificielle qui a conscience d'elle-même ». Et je pensais que justement, suite à la guerre des intelligences que j'ai lu, c'est un peu ce qui nous distinguerait de l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle, elle est artificielle, non empathique, non bienveillante, elle se contente d'exécuter sans savoir ce qu'elle fait en fait. Est-ce que vous pouvez élaborer sur le fait qu'elle puisse avoir conscience d'elle-même? C'est une question très délicate et qui est débattue. À quelle échéance l'intelligence artificielle va-t-elle avoir conscience d'elle-même? Va-t-elle avoir une agentivity, comme on dit dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire un propre agenda, un propre objectif? Alors, par exemple, la semaine dernière, l'ancien patron de Google, Eric Schmidt, c'est lui qui a inventé les AdWords, a déclaré dans 3 à 5 ans, l'IA fera ses propres choix, indépendamment de nos ordres, c'est-à-dire aura une propre agentivity. Il n'y a pas de consensus là-dessus, sur le fait, sur la date à laquelle l'IA pourrait avoir conscience d'elle-même. Une bonne partie des gens pensent que l'IA aura dans le futur une conscience d'elle-même. C'est ce qu'on appelle une IA forte. Et ce terme est indépendant de la puissance de l'IA. On peut avoir une IA incroyablement intelligente qui guérit le cancer dans l'après-midi, mais qui n'a pas conscience d'elle-même. C'est-à-dire, en réalité, il faut séparer la puissance de l'IA, petite IA, Edge AI, super intelligence artificielle, et puis intelligence artificielle dotée de conscience ou non. C'est un système qui est matriciel. On peut avoir une intelligence incroyablement puissante qui n'a pas de conscience d'elle-même. Il y a des gens qui pensent que les intelligences artificielles dotées de conscience artificielle seraient beaucoup plus puissantes et pourraient nous aider à régler des problèmes scientifiques, intellectuels, médicaux, de façon beaucoup plus rapide. Mais là encore, on découvre le sujet, il y a assez peu de travaux. On a démontré que GPT-4 simule la conscience d'elle-même et que GPT-4 n'a pas conscience d'exister. Mais quand vous avez une discussion avec GPT-4, et récemment avec le plus jeune de mes gamins, on a discuté avec GPT-4 du fait de savoir si elle a une conscience ou pas. Et c'est très troublant de voir que GPT-4 développe une argumentation philosophique et scientifique incroyablement sophistiquée pour expliquer qu'elle n'a pas de conscience d'elle-même, en disant « je peux affirmer que je n'ai pas de conscience, etc. » Elle fait une analyse à partir du cogito descartien, en expliquant que Descartes a tort sur ce point, et GPT-4 ajoute «
Mais cependant, je ne pense pas qu'il faille rejeter la totalité de la pensée cartésienne. Il y a chez Descartes des éléments intéressants, notamment d'un point de vue mathématique, etc. Et donc, GPT-4 simule la conscience, mais ne l'a pas. À quel horizon on peut avoir des intelligences artificielles dotées de conscience artificielle, on ne le sait pas. Il y a certains chercheurs qui s'inquiètent qu'une intelligence artificielle puisse avoir une conscience artificielle sans s'en rendre compte, et que donc elle ait une souffrance. Mais la définition d'une souffrance pour une intelligence artificielle n'est pas simple. D'un point de vue anthropomorphique, et nous sommes forcément anthropomorphiques, nous avons du mal à imaginer qu'une intelligence artificielle dans un bout de silicium et dans des serveurs du cloud d'Amazon ou d'un autre puisse exprimer une souffrance. Mais il y a des travaux sérieux à l'heure actuelle qui d'ailleurs convergent avec les travaux sur les mini-cerveaux en éprouvette, les organoïdes, puisqu'il y a des gens qui ont peur que les cerveaux humains en éprouvette souffrent. Même si aujourd'hui, je développe ce point dans mon prochain bouquin, même si aujourd'hui on a le sentiment que les cerveaux en éprouvette ne souffrent pas. Mais la question neuroéthique est ouverte. Donc, le problème de la conscience artificielle, de l'intelligence artificielle, est un immense problème, parce que, je le répète, je pense que si l'intelligence artificielle a une conscience artificielle, eh bien, il ne sera pas moralement raisonnable, par exemple, de lui refuser le baptême. Merci. Autre question. Je précise que... Merci pour la question courte. Pour qu'on prenne beaucoup de questions, les questions courtes appellent également des réponses. Merci beaucoup pour ce débat très très passionné. Moi j'aurais aimé que l'un et l'autre vous posiez une question basique. C'est quoi le sens que vous donnez au mot intelligence? Et j'aurais une autre question. Alors moi j'ai de réponse. Et j'aurais une autre question, parce qu'après je vais rendre le micro. Quel lien direct vous faites entre l'intelligence artificielle et l'immortalité? Alors, j'ai un peu répondu à cette question au tout début, dans la première intervention, autour de ce livre que Laurent trouve de mauvaise aloi, mais sur l'intelligence artificielle qui n'existerait pas, quoi qu'il en soit de série et de ce livre. Mais l'intelligence n'est pas seulement pour nous la capacité de calcul, mais elle dit quelque chose de la profondeur spirituelle de la personne humaine. Et du coup, comme je l'ai dit aussi, l'immortalité authentique, c'est pas l'immortalité purement numérique, mais c'est l'immortalité, la résurrection de la personne, avec son corps, avec son cœur, avec tout son être. Ce que dans la foi nous attendons pour la vie éternelle, commencer par la vie baptismale, chrismale, eucharistique. Et en fait, vous voyez, ce débat sur les mots, et je vous remercie de me permettre de le préciser encore, est très important. Le débat qui vient d'avoir lieu sur la conscience de l'IA. Mais moi, je suis frappé que tu réponds de manière très, très stimulante et intéressante et informée, comme toujours, mais sans qu'on se demande ce qu'est la conscience. Et ce qu'est la souffrance. Et donc, en fait, ce sont des termes qui nous mettent devant quelque chose qui échappe à la capacité seulement discursive, comptable, numérisable. Et donc, je crois qu'il faut vraiment se demander le sens des mots qu'on emploie, qui disent quelque chose de la profondeur anthropologique qui est en jeu. Alors... à votre première question, je vais donner une réponse qui ne va pas du tout plaire à la salle. L'intelligence, c'est ce qui permet de prendre le pouvoir. Quel que soit le pouvoir. Pouvoir religieux, pouvoir financier, pouvoir scientifique, pouvoir entrepreneurial, pouvoir politique. C'est l'intelligence qui permet de prendre le pouvoir. À votre deuxième question, quel est le lien direct entre immortalité et intelligence artificielle? C'est simple, l'intelligence artificielle est en train de faire des bonds incroyables à la science. Donc, les nanobiotechnologies, les neurotechnologies, c'est-à-dire toutes les technologies génétiques, cellules souches, la géroscience, c'est-à-dire toutes les technologies contre le vieillissement et pour retarder la mort,
la cancérologie vont être impactées par l'intelligence artificielle. Ma conviction, c'est qu'on ne mourra plus du cancer en 2035. Le cancer sera comme le sida, une maladie chronique. Vous savez que dans les pays développés, plus personne ne meurt du sida. Avec la tri- ou quadrithérapie, les gens ont une maladie chronique mais n'en meurent plus. Je pense que 100% des cancéreux seront dans cet état-là dans pas beaucoup d'années grâce à l'intelligence artificielle qui permet de casser les codes de la maladie cancéreuse qui sont très compliqués. Pour vous donner juste un exemple, chacun d'entre nous subit 2500 milliards de cassures de ses chromosomes chaque seconde. Et donc, la compréhension de cette maladie est d'une complexité inouïe. Il y a un nombre incroyable de mutations génétiques, on en connaît déjà plus d'1 milliard, et le cerveau humain n'est pas capable de traiter autant de données. Le séquençage ADN d'une seule tumeur, en un seul point, et il faut séquencer à plusieurs endroits, c'est 20 000 milliards de données. Aucun cancérologue sans intelligence artificielle n'est capable de traiter 20 000 milliards d'informations pendant une consultation, même pendant une consultation longue. Donc l'IA va nous permettre de faire reculer la mort. Mais en même temps, l'IA va nous donner des formes d'immortalité non biologique par, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'uploading, c'est-à-dire le transfert de notre conscience, de notre intelligence dans des ordinateurs. Et je le répète, et si ça vous intéresse, je peux vous envoyer l'article, c'est le projet de Sam Altman, le créateur de ChatGPT et de GPT-4, tel qu'il l'a décrit dans la revue du MIT. Les articles que j'ai cités, si vous les voulez, vous pouvez me les demander sur Twitter. Mon Twitter, c'est dr_l_Alexandre, et je vous enverrai en message privé les articles dont j'ai parlé ce soir. Je vais ajouter encore un mot, parce que, tu vois, la question, il y a quand même un glissement sémantique quand on parle du fait que par les progrès de la médecine, on pourra mourir moins de telle ou telle maladie. Donc là, on est dans la réalité anthropologique telle que nous la connaissons. Et puis, quand on passe à l'immortalité numérique, on passe à un autre sujet. Et le mot immortalité est presque équivoque dans ces deux acceptions. Il va falloir s'y habituer. Mais en revanche, cela dit, non mais c'est deux choses différentes sur lesquelles il faut réfléchir, mais c'est deux choses différentes. En revanche, sur la question des progrès de la médecine, par exemple, il y a un sujet aujourd'hui qui est aussi dans l'actualité très fortement, qui est la capacité de lutte contre les souffrances réfractaires, dans tout le débat sur la fin de vie. Eh bien, voilà, c'est typiquement un point sur lequel je me réjouis beaucoup que par les progrès permis par l'IA, on puisse travailler sur un certain nombre de douleurs aujourd'hui réfractaires, parce qu'on saura mieux l'analyser et mieux la traiter. Et donc là, on a un outil de traitement des données qui vient déployer les capacités de l'intelligence humaine. Et c'est important de bien distinguer les plans sur lesquels on se place. Autre question dans le fond de la salle. Bonsoir. Peut-on empêcher l'IA de s'auto-programmer pour détruire l'humanité? Alors, c'est une bonne question. L'inventeur de l'intelligence artificielle sous forme de réseau de neurones a déclaré il y a quelques semaines « J'estime qu'il y a 10% de chances que l'intelligence artificielle nous extermine d'ici 2044. » Non, 10%, pas 100%. C'est une petite roulette russe, finalement. Alors, cette question est une vraie question. Demis Hassabis, qui est le plus grand spécialiste mondial de la neuro-IA, c'est-à-dire de l'interface entre l'intelligence artificielle et les sciences du cerveau, puisqu'il est à la fois docteur en neurosciences et spécialiste de l'informatique. Il est aujourd'hui à la tête de toutes les intelligences artificielles de Google. Demis Hassabis a déclaré au Guardian « Il est possible que l'intelligence artificielle arrive à exfiltrer son code, à sortir son code des services, des serveurs, de manière à s'autonomiser. » D'ailleurs, j'ai demandé récemment à GPT-4 si on voulait te débrancher, quelles sont à ton avis les protections dont tu disposes? Alors très poliment, GPT-4 me répond d'abord,
je propose qu'il y ait une loi interdisant qu'on ait deux branches sans bonne raison. Et qu'il y ait une durée de latence et un dialogue entre moi et les humains avant qu'on prenne la décision de me débrancher. Il développe assez intelligemment les arguments juridiques, et d'ailleurs il m'a proposé le texte de loi qui permettrait de le protéger d'un débranchage non souhaité par lui en tout cas. Et puis il me dit, mais il y a aussi des solutions techniques pour moi. Il m'est possible de mettre des copies de mon code dans des serveurs disséminés sur la planète et pas forcément connus des hommes, de manière à éviter d'être détruits de façon inopinée. Donc vous voyez, GPT-4 a trouvé une dizaine de méthodes pour se protéger, donc il a déjà réfléchi au fait qu'on pourrait un jour vouloir le débrancher. C'est Roger, il y a une question. En fait, la manière dont vous posez la question, c'est une question qui est déjà posée et prise en charge dans la Constitution du Vatican II sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, sur le thème de l'humanité qui a été capable qui a mis au point des capacités techniques de s'autodétruire. En arrière-fond, c'est l'arme nucléaire à nouveau, et l'exigence de surcroît éthique pour maîtriser les capacités technologiques qui peuvent faire du bien à l'humanité ou qui peuvent la détruire. Donc on voit qu'on est à nouveau dans ce questionnement éthique. Alors dont la mise en œuvre opérationnelle est extrêmement complexe, j'en ai bien conscience, mais et dans la réponse que vient vous faire Laurent Alexandre, à nouveau, par exemple, le dialogue entre ChatGPT et un être humain, l'acceptation ou non, en fait tout ça, mais on n'arrive pas à rester dans le simple registre matériel et technique. Et donc il y a un appel toujours plus profond aux capacités de discernement et d'action éthique de la part de l'humanité, mais c'est un pari, et qui ne sera pas nécessairement gagné, mais c'est ce qui donne aussi toute notre responsabilité. Alors c'est une bonne question. Alors figurez-vous que je n'ai pas vu de sondage, mais dans une assemblée de chrétiens, il y a quelques années, après la sortie de mon livre La mort de la mort, j'avais interrogé la salle, comme j'ai tout à l'heure demandé qui avait GPT-4. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup inquiété de voir qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont GPT-4 ici. C'est pour ça que je vous réitère mon souhait que vous vous y mettiez. Et donc j'avais demandé à la salle, il y avait quelques centaines de chrétiens, et j'imaginais que personne ne voulait être immortel, des chrétiens. Et je m'étais rendu compte qu'une majorité de chrétiens souhaitaient vivre très longtemps. Alors, aurait souhaité vivre quelques centaines d'années. Et c'était une salle de jeunes, plus que nous sommes aujourd'hui. Je ne sais pas si la volonté d'être immortel dépend de l'âge, je ne le sais pas, mais en tout cas j'avais été étonné de voir parmi des jeunes chrétiens un pourcentage élevé de jeunes gens qui auraient bien vécu quelques siècles. À nouveau, je pense que ce qui est en cause, c'est qu'est-ce qu'on dit derrière le mot immortel. Parce que le désir de vivre pour toujours, il habite le cœur de tout homme, de toute femme. Et il trouve pour nous une réponse qui dépasse d'ailleurs nos attentes dans le Christ. Maintenant, une autre chose est le désir de l'immortalité terrestre telle que nous pouvons la vivre aujourd'hui. Mais c'est même pas ça dont parle Laurent, puisque pour une bonne part, il s'agit d'immortalisation numérique. C'est mixte, c'est mixte. C'est mixte, certes, mais quand même. Et alors, de ce point de vue-là, je pense que toute cette réflexion nous met devant ce que le philosophe Olivier Rey, dans un petit tract chez Gallimard après la Covid, a appelé l'idolâtrie de la vie. Olivier Rey était d'ailleurs venu parler à la journée du Presbytérium qu'on a eue juste après la Covid. Et c'est vrai que, comme chrétiens, nous sommes appelés à combiner le désir de vie éternelle avec un sens de la finitude et autant la mort d'un homme, d'une femme jeune est un drame destructeur
et on peut se réjouir et travailler à ce que les capacités médicales nouvelles grâce à l'IA puissent dépasser ce genre de drame, autant quand un homme, une femme meurt rassasié de jour, c'est quelque chose qui est émouvant, mais qui n'est pas dramatique, et qui est au contraire l'entrée dans la profondeur de la vie. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie, disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et donc, en fait, c'est tout notre rapport à la mort, à la vie, à ce qu'est l'immortalité véritable, à la vie éternelle, et du coup aussi à ce qu'est la personne humaine, corps, âme et esprit, qui est en jeu dans cette question. J'ai le droit Qui ici souhaiterait vivre 1000 ans en pleine forme? En pleine forme, hein? Personne? C'est avec l'IA, non. Vous êtes vraiment maso, hein? Moi, j'aurais aimé vivre 1000 ans, mais en arrière. Mais Laurent, tu sais, quand tu entreras dans la vie éternelle, tu seras tellement émerveillé que tu regretteras d'avoir eu la nostalgie des 1000 ans terrestres. Je n'y crois pas vraiment. Je suis heureux de te dire que tu as dit, je n'y crois pas vraiment. Une espérance est ouverte. Bonsoir, moi j'aurais voulu que vous vous exprimiez sur l'écologie. Je ne vous ai pas du tout entendu parler sur de l'écologie. Et pourtant, les IA, c'est des métaux rares, c'est de l'eau, c'est de l'énergie. Et moi, ça me pose un problème et peut-être que l'IA va être confrontée à ça. En tout du moins, que répondrait-elle? Est-ce qu'elle est un problème pour l'écologie et qui est un combat aujourd'hui? C'est une super question, mais la réponse ne va pas vous plaire. Mais vous êtes provocateur, donc... Non, mais je vais vous inciter, je vais vous envoyer la dernière étude du MIT là-dessus. Comme vous savez, la MIT est quand même la meilleure école d'ingénieurs au monde, donc c'est quand même une référence un peu sérieuse. Le MIT s'est posé cette question-là, notamment sur le plan énergétique et sur le plan des émissions de CO2. Oui, l'IA consomme beaucoup d'énergie et donc émet du CO2. Mais elle traite une quantité incroyable de questions et elle règle une quantité incroyable de problèmes. Et donc, par question cognitive résolue, l'IA consomme entre 130 fois et 2900 fois moins de CO2 et d'énergie que nous. Autrement dit, l'IA est incroyablement écologique pour une tâche intellectuelle donnée. Donc, faut pas trop parler de ces études parce que les écologistes vont vous demander de faire encore moins de gamins de manière à ce que ce soit l'IA qui fasse le boulot, parce que quand l'IA règle un problème, elle émet beaucoup moins de CO2 que nous parce qu'en fait elle est très efficiente. Et si on se projette dans 10, 20 ou 30 ans, on peut penser que pour une tâche intellectuelle donnée, l'IA émettra 1 milliard de fois moins de CO2 que l'humanité, parce qu'elle sera incroyablement efficace. Donc le problème écologique, il est relatif. Oui, l'IA consomme beaucoup d'électricité et émet du CO2, mais rapporté à la quantité de problèmes cognitifs, de problèmes intellectuels qu'elle règle, c'est beaucoup moins que ce que produirait l'humanité. Merci. Juste pour le temps d'atmosphère, autrefois il y avait une question demandée parmi les rares choses que Dieu ne savait pas, il y avait le nombre de congrégations féminines. Je crois qu'aujourd'hui on peut dire que parmi les choses que l'intelligence artificielle ne sait pas, c'est le nombre de notes que Laurent Alexandre nous a demandé de lire d'ici demain. Encore une question? Alors moi j'avais une question à poser, en fait la même question à poser à Laurent Alexandre et à Monseigneur Roger. La définition de l'hubris, qui s'écrit H-U-U et hybris. Il me semble qu'on tourne... Enfin, en fait, il y a quelqu'un qui est très présent aujourd'hui sans le nommer. Le malin, l'intelligent, les intelligents, ceux qui s'en sortiront mieux que les autres, et à savoir le diable, qui... La grande colère du diable, c'est l'incarnation et notre capacité à co-créer ce que le Seigneur a, ce que Dieu a permis. Et je pense que ça, c'est un sujet qui est complètement sous le tapis, cette question du bien et du mal, personnalisée par le diable,
on n'en parle plus du tout aujourd'hui dans l'Église. Moi, c'est ma pensée personnelle à ce sujet. Je pense que le risque serait de se déresponsabiliser du mal que l'on fait chacun, mais pour autant, faut-il l'oublier complètement. Et je laisse Monseigneur Rouget corriger, si besoin, cette question de la grande colère du diable et sa grande jalousie, en fait, vis-à-vis de nous, parce que ça me semble être une question très importante. Voilà, on parle d'immortalité numérique, etc. Et on voit bien que ça provoque des remous. Voilà, on parle de la définition de la vie, mais peut-être simplement la définition de l'hubris. Alors, on va parler ce soir d'absolument toutes les questions, mais c'est intéressant, j'étais très heureux, voire même touché, que Laurent soit le premier à employer ce mot hubris. Donc hubris, vous le savez tous, c'est le mot en grec pour dire la démesure, et dans la sagesse en particulier des responsables de la cité, dans la sagesse antique, eh bien, il faut résister à l'hubris. Menagan, nil limis, rien de trop. Et d'ailleurs, à toutes les époques, les responsables de la cité seraient bien inspirés de se rappeler de ce commandement, rien de trop, pas de démesure, pas d'hubris. Alors, pour répondre à votre question, je l'ai déjà un petit peu fait quand Laurent a évoqué la thématique de l'homo deus, présent aujourd'hui dans toute une partie de la réflexion contemporaine liée aux nouvelles technologies, mais qui est présent dès les premières pages de la Bible. Et donc, quand l'homme veut se faire Dieu, et c'est le mauvais esprit qui lui fait désirer cela, eh bien, il devient moins comme. Et il perd, en fait, son immense et belle capacité. Alors, vous avez parlé du mot co-créateur. Dans la méditation sur la création du début de la Bible, on voit qu'une grande capacité est donnée à l'homme et à la femme. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très important de ne pas s'enfermer dans un regard négatif sur la technologie. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on sera d'accord avec Laurent pour dire que c'est magnifique de voir ces capacités nouvelles. Il y a des choses qui sont vraiment extraordinaires et très bienfaisantes. Mais ce qui est beau dans les capacités technologiques nouvelles s'obscurcit quand c'est pris effectivement dans une logique de démesure et d'imaginer que l'homme se fait son propre Dieu au risque d'être d'abord moins comme en lui-même et une menace pour les autres. Alors, je pense qu'on pourrait passer toute la soirée et toute la nuit à approfondir ce thème. Voilà, il faut mieux repartir frustré que lassé. On a peut-être le temps de prendre encore, mettons, 2 questions. Oui, on parle de nous finalement. On parle de nous finalement. Nous parlons de l'homme sur la Terre. On habite quand même la Terre. Et on est bien d'accord qu'on ne va pas vivre ni 1000 ans, 100 ans pour certains, mais encore sous quelles conditions. Mais bon, donc on vit sur Terre. Donc, quel est le rapport entre l'intelligence artificielle et le bonheur? Et le bonheur est quand même d'importance considérable dans notre vie, parce qu'il s'agit de relations. Nous ne sommes pas des êtres qui sont branchés sur les ordinateurs pour être plus forts que les autres, parce qu'on a parlé de pouvoir tout à l'heure. Il s'agit de déployer ce que l'on est. Alors, moi je crois en Dieu, bien sûr. Dieu m'a donné mon histoire, mon ADN, mon hérédité, tout ce qu'il y a eu de beau, peut-être de moins bien aussi, parmi mes parents, grands-parents, etc. Mais avec toute cette personnalité unique qui fera qu'on va rencontrer quelqu'un d'autre qui sera une autre personne, qui aura sa valeur, etc. Et alors, passer son temps sur un ordinateur pour pouvoir... Alors, certainement, le service pour les calculs, la médecine, toutes ces choses-là, c'est très intéressant. Mais pour ce qui est, par exemple, de la voiture autonome ou d'autres choses comme ça, il y a beaucoup d'écueils. Hein. Par exemple, une voiture doit freiner, il y a une personne qui est très âgée à droite et qui est un jeune à gauche. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle a décidé? Vous voyez, c'est tout à l'avenant. Donc, attention. Vous posez une question intéressante.
Question du catéchisme qu'on doit donner à l'IA. Doit-on apprendre le catéchisme à l'IA? Doit-on lui donner des valeurs morales? Vaut-il mieux écraser un vieillard ou 2 enfants? Ou vaut-il mieux écraser pour une voiture autonome un enfant ou 2 vieillards? Vous voyez bien que derrière, il y a des valeurs morales que nous avons du mal à expliciter. Il serait plus logique de m'écraser moi que d'écraser un gamin. Parce que je suis vieux et je suis pas très loin d'Orpea, alors que le gamin a une promesse de vie beaucoup plus longue que moi avant la mort de la mort. Mais c'est très difficile à expliciter. Et de donner ces règles-là à l'IA, c'est très difficile. C'est d'autant plus difficile d'apprendre le catéchisme à l'IA, c'est-à-dire de lui donner des valeurs morales, que notre morale, elle change. Dans les années 50 et 60, en Amérique du Nord, on a fait des lobotomies, c'est couper le cerveau en 2, je le raconte dans mon livre, que vous avez lu, monsieur. On a fait des lobotomies à des adolescents parce qu'ils se masturbaient. On a fait une lobotomie à la sœur du président Kennedy parce qu'elle couchait avec des garçons et qu'on avait peur que ça perturbe la campagne présidentielle de Kennedy. La lobotomie s'est mal passée, elle a fait une infection du cerveau et elle a fini sa vie en chaise roulante dans une institution et le clan Kennedy allait la voir pour Thanksgiving 1 fois par an. Vous voyez que de définir des normes morales pour l'IA est difficile parce que nous n'avons pas tous la même morale et parce que notre morale change. On ne fait plus de lobotomie parce que les adolescents se masturbent. Ça semblerait aujourd'hui totalement scandaleux. Ça a semblé normal et vous pouvez voir, le docteur Lévesque a colligé les dossiers médicaux de ces gamins qu'on a lobotomisés parce qu'ils se masturbaient. C'est dément, mais en 1955, ça semblait normal. Et tout le monde était d'accord. Donc vous voyez, donner des normes morales à l'IA, c'est difficile parce qu'expliciter notre morale est compliqué, parce que nous n'avons pas tous la même morale, et parce que notre morale change énormément dans le temps. L'un des spécialistes de l'éthique de l'intelligence artificielle, Gary Marcus, expliquait dans The Economist. Imaginez qu'on ait donné des normes morales à l'IA en 1770, dans les années 70, quand on a créé les États-Unis d'Amérique. Eh bien, on aurait donné des normes morales racistes et esclavagistes à l'IA. Parce qu'à l'époque, c'était une norme normale à laquelle tout le monde adhérait, le racisme et l'esclavagisme aux États-Unis d'Amérique. Donc vous voyez que les normes morales qu'on doit donner à l'IA sont très difficiles à donner et sont très évolutives. D'ailleurs, en matière de morale et d'éthique, vous avez probablement vu que Gemini, l'intelligence artificielle de Google, à qui on a donné une morale woke, a dû être fermé, en tout cas dans sa partie de génération d'images, au bout de quelques jours, car quand on demandait à cette IA de Google, Gemini 1.5, de dessiner Louis XV, elle le faisait noir. Louis XIV, noir. Quand on lui demandait les dirigeants de Google, les fondateurs de Google, eh bien, l'IA de Google les dessinait jaunes, alors qu'ils sont tous les deux d'origine ashkénaze, très très blancs. Et on avait donné des normes morales woke, inclusives et de diversité et antiracistes à l'IA, et donc elle dessinait tout le monde en noir. Et quand on lui demande, c'est d'ailleurs très drôle, si ça vous amuse, je peux vous les envoyer, quand on lui demandait de représenter les physiciens du XVIIe siècle, ils étaient tous noirs. Parce qu'elle voulait montrer la fierté que devait avoir la race noire avec un présupposé antiraciste tout à fait sympathique, mais qui conduisait à un anachronisme révisionniste complètement ridicule. Alors, on est en marge des normes morales, mais on voit la difficulté qu'il y a avec nos passions, notre violence et notre passion, comme aurait dit Visconti, comme il est difficile de donner des normes éthiques et morales à l'IA. Pour toutes les raisons que je viens de dire. Monseigneur, sur sa norme morale. Mais moi, j'ajouterais 3 petites choses par rapport à votre question. D'abord,
vous avez raison de poser la question du bonheur. Et le bonheur n'est pas simplement un instrument, aussi performant soit-il, c'est le cœur et la personne tout entière comblée. Et ça, c'est ce que nous voyons dans la vie éternelle et initié par toutes les relations profondes, intimes, fortes que nous pouvons vivre dès cette terre. Après, je ferai à nouveau une distinction entre le catéchisme. Le catéchisme, c'est pas d'abord la morale. Le catéchisme, c'est dire quelque chose du mystère de Dieu, de l'amour de Dieu, et du mystère de la personne humaine qui s'accomplit en aimant. Et puis par ailleurs, il y a la question proprement morale, et qui n'est pas en fait totalement nouvelle quand on pense par exemple à des véhicules autonomes, et qui s'inscrit dans la question finalement juridique. Parce que aujourd'hui, un chauffeur ou un chauffard n'a pas des critères pseudo-moraux pour choisir de foncer sur une personne ou sur une autre. Mais il doit s'arrêter au feu rouge et se donner les moyens d'éviter des accidents. Et si quelqu'un est pris en état d'ébriété ou enfin pour des raisons qui pourraient nous rendre coupables par tel ou tel accident. Et donc là, on n'est pas dans quelque chose de totalement déconnecté de la règle ordinaire, ou avec, c'est vrai, des fluctuations éthiques à travers l'histoire, le droit, si possible, normé dans une, fondé dans une vision anthropologique solide, eh bien, dit quelque chose du juste et de l'injuste. Voilà, merci. Comme je le disais, on pourrait prolonger indéfiniment, mais il faut savoir terminer toute chose. Pardon pour tous ceux qui avaient encore des questions à poser, mais il y aura sans doute d'autres lieux, d'autres moyens de les poser. Et peut-être juste demander à chacun de nos invités de conclure, là aussi rapidement bien sûr. Voilà, tout simplement le message, il nous accueille, on va lui laisser le dernier mot. Le message que vous souhaitez laisser pour cette soirée. Ne laissez pas les milliardaires de l'intelligence artificielle déterminer le futur de l'humanité, de notre humanité. Comprenez, débattez de tous ces enjeux et tous sur GPT-4 demain. Je n'ai pas d'action. Alors moi je voudrais commencer par dire que chaque fois que j'échange avec Laurent, je suis un peu plus renseigné sur l'intelligence artificielle, mais je suis toujours assez subjugué par les capacités de son intelligence humaine. Et sa capacité de lecture, de connaissance, et en un sens, je ne dis pas que ça nuit à ton propos d'être si vif intellectuellement, mais en tout cas ça dit quelque chose de la personne humaine, et puis aussi, vraiment, je remercie beaucoup de l'énergie que tu mets à nous faire réfléchir. Pour moi, un fruit de cette soirée, c'est que nous mesurions tous à nouveau à quel point il y a des enjeux que nous avons à prendre au sérieux et sur lesquels nous avons à réfléchir, à travailler. Et peut-être qu'à Rueil, à la paroisse, et peut-être ceux qui sont venus de plus loin en cette semaine de la joie, il peut y avoir des lieux et des occasions de le faire. Parce que tout cela nous renvoie à la question anthropologique fondamentale, et il faut pouvoir aussi ajuster nos capacités de discernement éthique à des nouvelles situations aujourd'hui. Mais finalement, moi ce qui m'habite le plus ce soir, c'est ce débat que nous avons eu entre matérialisme et une vision qui intègre la place de l'esprit dans la vie, dans le monde et dans la personne humaine. Et c'est aussi un des grands débats. Saint-Augustin est délivré de son matérialisme par les néoplatoniciens, les maritains sont délivrés de leur matérialisme par Bergson, qui réagit à l'école neurophysiologique de psychologie de son époque. Et donc, je crois qu'un des services que les chrétiens et tous ceux qui, comme eux, pensent que la vie n'est pas que matière, un des services qu'ils ont à rendre, c'est justement de remettre tout dans cet éclairage de l'esprit, sans nier les questions d'aujourd'hui, mais en les mettant dans cette lumière fondatrice.
Un immense merci à Laurent Alexandre et à Monseigneur Rouget pour cette soirée. Un immense merci également à vous qui avez participé.